Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Old London Bridge. C'est un jeu qui a été édité en 2022 par Queen Games. On veut d'ailleurs les remercier de nous avoir donné cette copie de jeu à Gen Con, qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est un jeu des auteurs Gabriel Bubola et Leo Colovini qui se joue de 2 à 4 joueurs et dont les parties vont durer environ 45 minutes. Le but du jeu est de marquer le plus de points. C'est un jeu de placement d'ouvriers, de placement de tuiles, avec un ordre de tour variable qui sera déterminé par une enchère. On va construire une section du pont de Londres en plaçant différents bâtiments et on va tenter de faire des combos et des synergies pour marquer le plus de points qui est représenté par des pièces. Alors, Old London Bridge, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense, et comme on est lundi, on vous donne une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois d'octobre 2023. On va installer une partie pour 3 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau au milieu de la table, et au milieu de celui-ci, on va aller placer la rondelle. On va aligner le X sur n'importe quelle case qui est devant une des piles de tuiles bâtiments. On va ensuite former des tuiles bâtiments avec les 6 types pour les mélanger et les placer au milieu du plateau à leur endroit respectif. On aura les guildes, les parcs, les commerces, les portes, les chapelles et les hôtels. On va mélanger les jetons compteurs de manches et on va aller en placer 12 sur la piste des manches dans le haut du plateau principal et les 3 jetons restants seront replacés dans la boîte de jeu sans les regarder. On va mélanger les tuiles bonus par couleur et on va les mélanger pour former 3 pioches dans le haut du plateau. On va ensuite former des réserves avec les jetons de pièces qui vont représenter les points de victoire et on va aller former une réserve avec les cartes personnages. On aura donc des cartes personnages numérotées 1, 2, 3 et 4. Et on va révéler la tuile bonus dans le haut de chacune des pistes face visible au début de la partie. Tous les joueurs vont se choisir une couleur et recevoir les 2 sections de pont à leur couleur qu'ils vont placer une à côté des autres et vont aussi recevoir leurs pions joueurs ainsi que 3 marqueurs à leur couleur. Les joueurs vont aussi se prendre une carte personnage de valeur 0. On va prendre 2 de nos marqueurs de couleur pour les placer sur le plateau principal. Le premier sera placé au début de la piste des portes du pont. Et le deuxième marqueur sera placé au hasard sur une des 3 premières cases de l'escalier au début de la piste chapelle. Et c'est aussi cette position sur l'escalier qui va déterminer notre main de carte personnage au départ. En plus de leur carte de personnage de valeur 0, tous les joueurs vont recevoir une carte personnage de chaque valeur de 1 à 4 et on va recevoir une 5e carte selon notre position sur l'escalier de la piste chapelle. Le joueur en première position sur la piste chapelle va recevoir une carte de valeur 1, le joueur en position 2 va recevoir une carte de valeur 2 et le joueur en position numéro 3 va recevoir une carte de valeur 3. Une partie de Old London Bridge se joue en 12 manches. À chaque manche, on va retourner un jeton marqueur de manche qui va faire avancer la rondelle au milieu du plateau, ce qui va déterminer l'emplacement où on ne pourra pas acheter de tuiles bâtiment à cette manche. Les joueurs vont ensuite jouer de façon simultanée une carte personnage de leur main et la valeur de cette carte personnage va déterminer l'initiative pour la manche. Ensuite, en ordre d'initiative, les joueurs vont aller placer leurs pions joueurs sur la rondelle pour aller acheter le bâtiment correspondant vis-à-vis l'emplacement où ils vont placer leur ouvrier et on ne peut pas le placer à un emplacement qui est déjà occupé. Et on va placer les tuiles bâtiments qu'on achète sur notre pont de gauche à droite pour pouvoir construire les bâtiments et ainsi essayer de faire des combos pour marquer le plus de points qui est représenté par les pièces. À la fin de la 12e manche, on va attribuer aussi des pièces pour les 4 objectifs qui sont imprimés sur le plateau et le joueur qui aura le plus de pièces sera déclaré vainqueur. Chaque manche se sépare en 4 phases de jeu. La première phase est la préparation de la manche. On va simplement retourner le marqueur compte manche le plus à gauche de la piste et il va indiquer un chiffre de 1 à 3. Ici c'est un 1. On va donc avancer la rondelle d'un cran dans le sens horaire, plaçant ici le X devant un des types de bâtiments. On ne pourra pas placer notre ouvrier à cet emplacement dans cette manche.
On passe ensuite à la deuxième phase qui est de déterminer l'ordre de tour pour la manche. Dans cette phase, les joueurs vont choisir une carte personnage de leur main et vont la placer face cachée devant eux. Lorsque tous les joueurs ont placé leurs cartes, on va les retourner face visible et on va comparer la valeur des cartes pour déterminer l'ordre de tour de la manche. Donc ici, le joueur rouge a joué une carte de valeur 0, le joueur vert une carte de valeur 1 et le joueur jaune une carte de valeur 0. C'est donc le joueur vert qui sera le premier à jouer dans l'ordre de tour de cette manche. Ensuite, pour les deux autres joueurs qui ont joué des cartes de même valeur, on va briser les bris d'égalité selon l'ordre sur la piste chapelle. Au début de la partie, c'est notre ordre dans l'escalier, donc c'est le joueur rouge qui a priorité sur le joueur vert et le joueur jaune. Pendant la partie, ce sera le joueur qui est le plus éloigné sur cette piste qui aura priorité pour briser les égalités. Et si jamais plusieurs joueurs sont sur la même case, c'est celui qui est sur le dessus qui aura priorité sur l'autre en dessous. Dans notre cas, c'est le joueur rouge et le joueur jaune. Donc le joueur rouge est en haut de l'escalier, donc il a priorité sur le joueur jaune. Il sera donc deuxième dans l'ordre de tour et le joueur jaune jouera dernier. On passe ensuite à la troisième phase qui est de construire des bâtiments et c'est là que les joueurs vont jouer à tour de rôle selon l'ordre d'initiative qui vient d'être établi. C'est donc le joueur vert qui joue en premier. Il va aller placer son pion d'ouvrier sur n'importe quelle case de la rondelle qui est disponible, c'est-à-dire qui n'est pas occupé par un autre ouvrier ou qu'il n'y a pas l'emplacement avec le X. Donc je pourrais me placer sur n'importe quel des emplacements ici qui a 3, 2 ou 1 en valeur de pièces ou bien l'emplacement du centre qui me coûte 2 pièces. Le joueur vert décide d'aller se placer à cet endroit. On voit qu'il y a un symbole d'une pièce. Il va donc gagner une pièce de la réserve et la placer dans sa réserve personnelle. Il va ensuite prendre la tuile de bâtiment correspondante à cet emplacement et il va aller la placer sur son pont dans l'emplacement le plus à gauche. Et il va ensuite appliquer l'action spéciale selon le type de bâtiment qu'il vient de construire. On reviendra un peu plus tard sur les différents effets des bâtiments. On passera ensuite au joueur rouge qui lui pourrait se placer sur l'emplacement ici qu'une valeur de 3 pièces. Il va donc gagner 3 pièces et les placer dans sa réserve personnelle. Et il va ensuite prendre la tuile de porte qui est ici et aller la construire dans l'emplacement le plus à gauche de son pont. Finalement, le joueur jaune pourrait décider d'aller se placer sur l'emplacement au centre de la rondelle. Cet emplacement a un coût plutôt qu'un gain. Il va donc devoir payer 2 pièces de sa réserve personnelle et les retourner dans la réserve générale. Les joueurs commencent la partie avec 5 pièces, donc on peut quand même avoir accès à cet emplacement dès le début de la partie. L'emplacement du centre nous permet d'avoir accès à n'importe quelle pile de tuiles bâtiment, y compris la pile qui est vis-à-vis le X. Donc le joueur jaune pourrait décider, en ayant payé ses 2 pièces avec l'emplacement du centre, d'aller chercher la tuile de chapelle qui est ici et aller la construire dans l'emplacement le plus à gauche de son pont et il va ensuite exécuter l'action de la chapelle. Et lorsque tous les joueurs ont placé leur pion ouvrier sur la rondelle et qu'ils ont construit un bâtiment, on va passer à la quatrième phase, qui est la phase de fin de manche, où les joueurs vont simplement reprendre leur pion d'ouvrier et les replacer devant eux. Et à la fin de la manche, si les joueurs ont joué une carte d'initiative de valeur 1, 2, 3 ou 4, cette carte sera défaussée et retournée à la réserve générale. Alors que les joueurs qui ont joué leur carte d'initiative de valeur 0, ils vont reprendre cette carte dans leurs mains. Lorsqu'on construit un bâtiment sur notre pont, on ne choisit pas l'emplacement où on va le placer. Il va toujours se mettre dans l'emplacement le plus à gauche de notre pont. Donc le premier bâtiment que je vais construire au début de la partie sera placé à cet endroit. Pour les prochains bâtiments, on devra aussi respecter l'ordre décroissant, c'est-à-dire que lorsqu'on va placer un deuxième bâtiment, il faut que la valeur du prochain bâtiment soit inférieure au bâtiment qui est à sa gauche. Les bâtiments sont numérotés de 1 à 60 et on a un exemplaire de chaque numéro. Et c'est la même chose pour les bâtiments suivants. Je pourrais continuer avec le bâtiment numéro 35 et le bâtiment numéro 7 dans mes 2 prochains tours de jeu. En continuant la partie, on va finir par avoir des petits chiffres de bâtiments, donc il sera difficile de continuer en ordre décroissant avec de nouveaux bâtiments. C'est là qu'il sera intéressant pour le joueur de construire un parc. Les parcs ne sont pas numérotés, on peut donc les placer à côté de n'importe quelle tuile bâtiment. De plus, les parcs vont réinitialiser notre séquence, c'est-à-dire que le bâtiment suivant un parc peut être de n'importe quel chiffre. Donc, je pourrais recommencer avec un chiffre élevé, par exemple, je pourrais aller chercher la tuile 60 et commencer une nouvelle série de bâtiments en ordre décroissant. Mais les joueurs n'ont pas toujours accès à des parcs au moment opportun où c'est le temps de réinitialiser leur séquence de bâtiments. Donc, il pourrait arriver qu'un joueur recrute une tuile de bâtiment qu'il ne peut pas placer sur son pont.
Par exemple, si mon joueur a recruté le bâtiment 37, donc je ne peux pas le placer à la suite du 7 puisque c'est un numéro qui est plus élevé. À ce moment-là, je devrais le placer en remplaçant un bâtiment qui est déjà sur mon pont avec celui-ci en respectant la séquence numérique. Donc je pourrais par exemple retirer le numéro 35 et aller placer mon bâtiment 37 à cet emplacement-là et le bâtiment que j'ai retiré sera retiré de la partie. Maintenant, regardons les différentes actions qu'on peut effectuer lorsqu'on va construire un bâtiment sur notre pont. Chaque type de bâtiment est associé à une action et on va exécuter cette action à chaque fois qu'on va en construire une tuile sur notre pont. Les tuiles possèdent aussi des blasons de différentes couleurs dans le haut de la tuile. Ces blasons vont influencer la force de l'action de la tuile bâtiment qu'on va construire. Donc la force sera égale au nombre de blasons de la couleur de la tuile qu'on vient de construire. Donc, mon premier bâtiment est une guilde. La guilde n'a aucune action. Par contre, c'est une tuile qui contient les 4 blasons, c'est-à-dire qu'elle va augmenter l'efficacité de toutes mes autres actions dans la partie. Si à mon deuxième tour de jeu, je construis un commerce, on voit que le commerce ici a un blason bleu. Donc, je vais compter mon nombre de blasons bleus. J'en ai un sur mon commerce et j'en ai un sur ma guilde. Je vais donc exécuter l'action du commerce avec une force de 2. Si à mon prochain tour de jeu, je construis un hôtel qui a un blason vert, je vais compter mon nombre de blasons verts. J'en ai un sur l'hôtel et un sur la guilde. Je vais donc faire l'action de l'hôtel avec une force de 2. Et si au tour suivant, je construis une chapelle avec un blason bleu, maintenant j'ai un total de 1, 2, 3 blasons bleus. Je vais donc faire l'action de chapelle avec une force de 3. Regardons maintenant les différents types d'actions des bâtiments. Commençons par l'action commerce. Donc, lorsqu'on va construire une tuile bâtiment de commerce, on va aller tout simplement gagner un nombre de pièces égal à la force de l'action qu'on exécute. Donc, si je fais l'action avec une force de 3, parce que j'ai 3 blasons de la couleur de cette tuile, je vais gagner simplement 3 pièces et les placer dans ma réserve personnelle. Pour l'action de l'hôtel, elle va nous permettre de gagner des cartes personnages et on va pouvoir prendre une somme de cartes personnages égale à la force de l'action qu'on fait. Donc si je fais l'action avec une force de 3, je pourrais prendre 3 cartes de valeur 1 ou je pourrais prendre une carte de valeur 1 et une carte de valeur 2 ou je pourrais prendre une carte de valeur 3 avec mon action de force 3. Pour l'action de la chapelle, lorsqu'on va exécuter cette action, on va avancer sur la piste chapelle un nombre de cases égal à la force de l'action. Donc si je fais une action de force 3 par exemple avec le joueur vert, donc quand on est dans l'escalier au début de la partie, la première fois qu'on avance, on va avancer directement sur la case 1 de la piste. Donc je ferai 1, 2, 3 avec mon action de force 3. Si jamais 2 joueurs arrivent sur la même case, donc si à son tour le joueur rouge fait une action de chapelle de force 3 lui aussi, il va avancer et se placer sur le jeton vert et c'est toujours le jeton qui est au-dessus qui aura priorité sur l'autre. Notre position sur la piste chapelle va toujours briser les égalités pendant la partie, généralement sur les cartes d'initiative et aussi dans le décompte final des points pour les égalités pour gagner les différents objectifs. Et si on atteint ou dépasse les cases où il y a différentes valeurs de pièces, on va tout simplement gagner immédiatement ces pièces. Et pour l'action des portes, on va avancer d'un nombre de cases sur la piste des portes égal à la force de l'action. Donc si je fais l'action de force 3, je vais avancer de 3 cases. Et si j'atteins ou dépasse une case où il y a le symbole des tuiles bonus, je vais pouvoir prendre une des tuiles bonus qui est face visible sur le dessus des piles et la placer dans ma réserve personnelle. Ce sont des tuiles qui nous donneront un pouvoir si on décide de les utiliser et de les défausser. Sinon, ce seront des tuiles qui vont nous rapporter un point de victoire à la fin de la partie si on ne les utilise pas. Dès qu'on a pris une tuile, on va révéler la suivante pour la mettre disponible sur le dessus de la pile. Si jamais un joueur gagne plusieurs tuiles bonus dans le même tour de jeu parce qu'il a fait un gros déplacement, à ce moment-là, il peut prendre sa première tuile, révéler la prochaine tuile et ensuite choisir sa deuxième parmi les 3 disponibles. On voit aussi qu'il y a une case qui vaut 10 points de victoire, donc 10 pièces si on atteint la dernière case de cette piste, donc on va prendre 10 points à ce moment-là. Voici les 8 types de jetons bonus qu'on retrouve dans le jeu. Regardons leurs effets. On a un jeton qui nous permet d'avancer de 2 sur la piste des portes. On a un jeton qui nous permet d'avancer de 2 sur la piste de la chapelle. On a un jeton qui nous permet d'aller placer notre ouvrier au centre sans payer le coût de 2 pièces. Ici, on peut placer notre ouvrier sur l'emplacement où il y a le X. Et ici, on peut placer notre ouvrier à un emplacement où il y a déjà un autre ouvrier.
On a aussi un jeton qui nous permet de gagner immédiatement une carte personnage de valeur 2. On a un jeton qui nous permet de reprendre la carte personnage qu'on a jouée à cette manche. Et on a un jeton qui nous permet de donner un +1 à notre carte personnage lorsqu'on détermine l'ordre d'initiative. Et pour les tuiles de guilde et les tuiles de parc, elles n'ont pas d'action lorsqu'on va les construire. Les guildes nous permettent d'avoir des blasons de toutes les couleurs, donc qui vont bénéficier de toutes nos prochaines actions. Et les parcs ont un blason, donc vont aussi nous aider dans certaines actions, mais vont servir surtout à réinitialiser notre séquence de bâtiments pour recommencer avec un bâtiment de chiffre élevé. Et on va jouer comme cela 12 manches de jeu, et à la fin de la 12e manche, ça va déclencher la fin de la partie. On va donc passer au décompte final des points. Premièrement, on va donner des points selon les 4 objectifs qui sont imprimés sur le plateau. Donc ici, pour la porte du château, donc c'est le joueur qui est le plus avancé sur la piste, il va se mériter 5 points, 5 pièces. Et le joueur en deuxième position va se mériter 3 points. Si jamais 2 joueurs sont sur la même case, c'est le joueur qui est sur leur-dessus qui aura priorité. Et dans une partie à 3 joueurs, on ne donnera pas la 3e position. Pour le deuxième objectif, c'est le joueur qui est le plus loin sur la piste de chapelle. Il va se mériter 5 pièces, le joueur en deuxième position 3 pièces, et on ne donnera pas la 3e position dans une partie à 3 joueurs. Pour le prochain objectif, les joueurs vont regarder les cartes personnages qu'ils ont encore dans leurs mains à la fin de la partie. On va additionner leurs valeurs et le joueur qui aura la plus haute somme de cartes personnages va gagner 5 points. Le joueur en deuxième position 3 points et on ne donne pas la 3e position. Si jamais on a une égalité dans n'importe quel de ces objectifs, c'est le joueur qui est le plus loin sur la piste de chapelle qui va toujours servir à briser les égalités. Et finalement, pour le dernier objectif, les joueurs vont compter le nombre de tuiles bâtiments sur leur pont. Et le joueur qui a le plus de tuiles bâtiments va gagner 5 pièces. Le joueur en deuxième position, 3 pièces. Et on ne donne pas la 3e position. Encore une fois, s'il y a des égalités, c'est la piste de chapelle qui va la départager. Les joueurs vont aussi perdre des points de victoire pour chaque emplacement libre sur leur pont. Donc, s'ils ont un emplacement libre, ils vont perdre 1 point. S'ils ont 2 emplacements libres, ils vont perdre 4 points. 3 emplacements libres, ils vont perdre 5 points. 4 emplacements libres, ils vont perdre 10 points. Et 5 emplacements libres et plus, ils vont perdre 14 points. À cela, ils vont additionner s'ils ont encore des jetons bonus. Chaque jeton bonus va leur apporter 1 point. Et on va additionner toutes les pièces qu'on a ramassées pendant la partie. Donc, chaque pièce, évidemment, vaut 1 point. Le joueur qui aura le plus haut score sera désigné vainqueur. Et si jamais on a une égalité, c'est encore la piste de chapelle qui va la départager. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Old London Bridge. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Old London Bridge? On va regarder les côtés positifs. Le matériel est quand même bien. C'est généralement des trucs en carton, mais les tuiles de bâtiment sont très épaisses. Les ponts aussi en 3D, une fois qu'ils sont assemblés, ça tient vraiment bien. La boîte est aussi assez grande pour qu'on les laisse assembler. Ça, c'est toujours le fun avec des trucs comme ça en 3D. Donc, somme toute, c'est quand même bien pour la production. On a aussi quelques petits jetons de bois, les petits meeples d'ouvriers et tout ça. Donc, c'est bien sans nous jeter à terre. Pour le gameplay, c'est un jeu qui est quand même relativement simple. J'hésite à le mettre entre un jeu familial puis un jeu initié. C'est un jeu un peu familial plus. Donc, c'est un jeu où il y a un petit casse-tête, mais où il y a quand même des décisions à prendre, des choses à penser. Mais pour un jeu qui va durer 45 minutes, ce qui est quand même très court pour un jeu comme ça, à 4 joueurs, là, ça joue quand même en 45-60 minutes gros max. Puis une fois qu'on est habitué, là, ça peut être un peu moins que ça. Donc ça roule vraiment bien, le tempo est bon, on a toujours des petites décisions le fun à prendre. Puis j'aime aussi l'espèce d'enchère qu'on se fait pour déterminer l'initiative, parce que ça, c'est une dynamique qui nous force à regarder ce qui se passe dans la partie, qu'est-ce que les autres joueurs sont en train de faire. OK, lui, il est aussi, lui, il y a un 6 au bout de son pont, puis lui, il y a un 2. Fait que là, eux autres, ils vont essayer d'aller chercher un parc. Fait que si moi aussi j'ai besoin d'un parc, ben ça va être un problème si j'ai pas une bonne carte d'initiative à mettre. Donc, il faut réfléchir à ces choses-là, il faut regarder ce que les autres sont en train de faire, où ils sont rendus aussi dans la construction de leur pont. Puis on essaie de voir un peu aussi, essayer de penser à ce que les autres vont essayer d'aller chercher pour essayer de bien planifier notre coup, pour pas brûler des grosses cartes d'initiative inutilement, puis essayer d'avoir le bâtiment qu'on veut en, évidemment, gaspillant le moins de cartes personnages possible. Fait que c'est vraiment une belle dynamique à l'intérieur du jeu. C'est une dynamique évidemment très interactive parce qu'on regarde beaucoup constamment ce que les autres font en fait. Et ça va déterminer l'ordre de tour, puis après ça, ben là, déterminer ce qu'on va... Une fois qu'on a l'ordre de tour établi, ben là, on peut voir, OK, lui, il va jouer en premier, nanana, puis lui, ils vont aller chercher leurs affaires, puis moi, il va me rester ça
ou ça, mais ça serait quand même une bonne option pour moi. Fait que d'essayer de voir les options qui sont intéressantes pour nous. Fait que ça, c'est super intéressant. J'aime aussi les pistes qu'on peut avancer, les petits jetons bonus qu'on peut utiliser, qui peuvent nous sortir du trouble de temps en temps, qui peuvent nous permettre justement d'aller placer un ouvrier sur le X ou d'aller placer un ouvrier à quelque part où on pouvait pas aller parce qu'il y a déjà quelqu'un, mais là, avec ce jeton-là, je peux y aller. Donc, ça peut vraiment nous sortir du trouble. Fait que ça nous fait des petits outils intéressants à voir. Fait que c'est quand même le fun. J'aime beaucoup le concept aussi de force d'action. C'est un concept qu'on voit souvent dans les jeux de Simone Luciani, qui est un auteur italien que j'aime beaucoup. Fait qu'on a repris un peu ce concept-là dans Old London Bridge. C'est un concept qui est le fun parce qu'il est stimulant. Il te force aussi à essayer de construire une synergie entre tes bâtiments. Parce que si j'ai déjà 4 ou 5 blasons de cette couleur-là, ben là, si je prends un bâtiment de cette couleur-là, ma force d'action va être très, très bonne. Fait que je vais être très efficace dans mes actions. Mais des fois, si je suis trop construit d'une seule couleur, ben là, les autres joueurs vont aller justement à m'enlever les bâtiments de ces couleurs-là parce qu'ils veulent pas que je déclenche une action avec une force de 7 ou de 8 qui c'est vraiment très très fort. Fait que ça, c'est une belle façon de justement faire un côté progression, un petit côté engine building dans le jeu, le concept de la force d'action. Fait que ça, j'ai beaucoup aimé aussi à l'intérieur du jeu. Vous avez vu qu'on a utilisé dans l'exemple les objectifs imprimés sur le plateau à la fin de la partie, mais on a aussi une mini-extension dans le jeu qui sont des tuiles d'objectifs qui vont remplacer ceux du plateau principal. On a 2 tuiles pour chaque objectif qui sont recto-verso, donc on a 4 nouveaux objectifs qu'on peut mettre en plus de ceux qui sont déjà sur le plateau, fait que ça fait une belle variété dans les parties. Il y a des objectifs aussi qui sont pas des objectifs de fin de partie, mais qui sont plutôt des objectifs de fin de manche, donc des trucs qui vont se déclencher à chaque manche. Donc, par exemple, celui qui joue la plus haute carte personnage ou celui qui achète le bâtiment qui a le chiffre le plus bas va gagner des pièces à tous les tours. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Ça fait une dynamique autre que d'avoir juste des objectifs de fin de partie. Donc, belle variété dans ces tuiles d'objectifs. Comme tous les jeux de Queen's Game, ce sont des jeux indépendants de la langue. Donc, ce sont des boîtes de jeux qui viennent avec le livret anglais-allemand. Parce que là, c'est une version que j'ai ramenée de Gen Con, fait que j'ai pas le livret français. Par contre, le livret français est disponible en PDF sur Internet. Mais généralement, les versions Queen's Game qu'on reçoit au Canada, c'est généralement la version française et anglaise qu'on a dans la boîte. On a les 2 livrets. Fait que c'est toujours intéressant pour ceux qui sont justement pas trop à l'aise en anglais. Fait que le livre en français est toujours disponible pour les Queen's Game. C'est encore une fois un gros plus pour nous autres. Pour les côtés négatifs, c'est évidemment pas un jeu qui nous jette à terre par son thème ou par son visuel. C'est souvent le cas dans les jeux de Queen's Game. C'est des jeux très très beige, donc très classiques euro, des jeux à l'allemande. On est encore là-dedans, fait que ça, bon, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment attiré vers le jeu. C'était vraiment plus le gameplay pour moi qui était important. Sinon, j'ai joué à 2 et j'ai joué à 4 joueurs et c'est complètement différent la dynamique, je vous dirais. C'est pas un jeu que je recommanderais pour être joué à 2 joueurs, parce qu'à 2 joueurs, il y a une variante, donc on va devoir jouer 2 tours par manche, fait qu'on va juste jouer 6 manches, puis on va jouer 2 cartes d'initiative dans le fond par manche, puis ça va déterminer l'ordre de nos 2 actions dans la manche. Fait que des fois, on pourrait être chanceux puis jouer 2 actions de suite, ou on peut jouer en intercalé, dépendamment des cartes personnages qu'on a jouées pour l'initiative. Mais la dynamique est beaucoup moins fun. Je trouve que le marché stagne un peu plus à 2. La partie est comme trop accélérée. Le marché roule pas assez. Fait que tu sais, j'ai trouvé ça correct sans plus à 2 joueurs. Mais honnêtement, les parties que j'ai jouées à 4, j'ai joué peut-être 3 parties à 4 joueurs. C'était vraiment excellent pour un jeu à 4 joueurs qui se joue en dedans d'1 heure. Donc c'était vraiment très bien pour ça. Fait que pour moi, un jeu qui est beaucoup meilleur à 3-4 joueurs versus le 2 joueurs. Et comme vous avez vu aussi, autre point négatif, évidemment, il n'y a pas de mode solo à l'intérieur. Je me pose aussi certaines questions sur l'iconographie de certaines tuiles d'objectifs. Donc des fois, on a mis le symbole de la somme, mais l'objectif ne fait pas référence à la somme des bâtiments ou à la somme des cartes dans certaines descriptions d'objectifs dans le livret d'instruction. Puis j'ai regardé autant le livret français que le livret anglais et il ignorait la somme dans les 2 cas. Je ne sais pas si la version originale allemande incluait la somme ou pas, mais ça devient un peu mélangeant. Pourquoi ils ont mis le symbole somme mais qu'ils ne l'incluent pas. Ils l'incluent dans certains objectifs mais pas dans d'autres, mais le symbole somme est toujours sur les tuiles ou sur les objectifs. Fait que peut-être une mauvaise utilisation de ce symbole-là sur les objectifs, fait que ça devient mélangeant un peu. Et finalement, on a des points de victoire qui sont des pièces qu'on accumule tout au long de la partie. On a le droit de les cacher en arrière de notre pont pour pas que les autres joueurs les voient. C'est inscrit dans les règles comme ça.
je pense pas que ça amène beaucoup de cacher nos pièces ou pas. Fait qu'honnêtement, je serais peut-être allé avec une piste de score au lieu des pièces, qu'on est toujours en train de se faire du change puis d'échanger des pièces. Quand on en gagne, on en perd. Donc ça fait beaucoup de manipulations qui sont inutiles. Alors qu'une piste de score aurait été encore plus simple. On avance ou on recule si on a à payer des pièces pour aller faire l'action du milieu. Fait que je pense pas que le fait de cacher son score apporte beaucoup à l'intérieur de ce jeu-là. Fait qu'une piste aurait évité beaucoup de petites manipulations de matériel. Somme toute, Old London Bridge, c'est un jeu qui est très surprenant. Donc, j'avais pas trop d'attente envers ce jeu-là et en y jouant, ça a été vraiment agréable. On l'a amené au Delirium Ludique, puis on a joué comme 3 parties dans la fin de semaine. On l'a montré à plein de monde. Il a été quand même assez apprécié par la majorité des joueurs à qui on l'a montré. Donc, le fait que ce soit un jeu, justement, un petit jeu euro de gestion avec des choix intéressants, un draft qui est très tendu entre les autres joueurs. On a aussi la tension de déterminer l'initiative avec le côté enchère, qui n'est pas nécessairement quelque chose qui me fait triper dans les jeux habituellement, mais je trouve que dans celui-là, ça marche très bien. Donc, super intéressant pour un jeu de cette durée-là, les petites décisions intéressantes, le petit puzzle de construction, le petit engine building, qu'on essaye de ramasser les mêmes couleurs de blason pour avoir une force d'action qui est tout le temps meilleure avec les tuiles qu'on va recruter. Donc, super intéressant, super le fun. Donc, une belle petite surprise pour moi. Je vais lui donner une belle note de B+, donc très bon jeu, qui se débrouille vraiment très bien là, dans les jeux de euro de type léger, de type rapide. Donc, évidemment, si on ne s'attend pas à une expérience très thématique et un visuel à nous jeter à terre. Donc, un bon petit jeu euro beige, là, c'est toujours le fun une fois de temps en temps. Donc, Old London Bridge. Donc, et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois d'octobre 2023, dans lequel vous pourriez gagner l'extension de Cascadia Landmark avec un jeu de base. Donc, la question est la suivante. Quel est votre jeu favori de Queen's Game? Donc, une compagnie qui roule sa bosse depuis très longtemps dans le jeu de société. Ils ont fait une tonne de jeux. Vous en avez sûrement joué quelques-uns. Donc, quel est votre jeu favori édité par Queen's Games? Les belles boîtes jaunes et blanches. Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez aussi une participation automatique à notre concours. Donc, bonne chance à tous et on va vous souhaiter une excellente fin de journée et continuez de game.